je peux parler. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir au travers de cette plateforme. Nous avons reçu dans le cadre de la mise en fonction de tout ce que nous avons comme section au niveau du COUSPE, une séance qui tient sur la formation numérique qui nous permet de pouvoir procéder, initier des formations à distance. Et pour cette séance, il était question que nous puissions passer à la pratique en vulgarisant réellement notre centre. Et nous avons pour cette séance choisi une thématique qui est assez concise, tout simplement pour passer de la théorie à la pratique. Donc nous avons pour cette séance choisi comme thématique le concept et le fonctionnement du centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc, cette thématique vous sera présentée par le directeur de ce centre, celui qui vous parle, le médecin-colonel Gilbert Aristide Nyanga. Alors, pour le plan, alors nous avons un concept. Nous pouvons dire que le COUSPE n'est autre qu'un emplacement physique dont la vocation première est celle de s'assurer la coordination de l'information et aussi des ressources tous azimuts à l'effet d'appuyer toute situation d'urgence de santé publique et aussi des incidents. Donc, le COUSPE qui aujourd'hui nous permet de braver toutes sortes de situations d'urgence n'est pas un mot qui est sorti réellement de notre volonté ou bien qui a été amené sur la table par une tierce personne. Ce vocable a ses prémices, donc nous partons un peu dans l'historique. Nous allons constater que c'est en juillet 1946, lors de la promulgation de la Constitution de l'OMS, déjà cette Constitution, dans son article 1, parle déjà de cette dimension médico-sociale, cette dimension qui est reflétée par le COUSPE, c'est-à-dire amener tous les peuples du monde à un niveau de santé optimal. Donc, par cette déclaration, déjà, on est en train de tracer les bases pour que les COUSPE puissent voir le jour. Et nous avons aussi un autre repère. Il s'agit de la déclaration de Alma Ata qui a été prononcée en septembre 1978, en URSS, donc avant l'éclatement de cette puissance. Et cette déclaration passait en revue un peu les soins de santé primaire. Mais tout en le faisant, cette déclaration mettait déjà en relief la multisectorialité pour réussir des soins de santé primaire de haute facture. Le troisième repère, nous avons le RSI, donc le Règlement sanitaire international 2005, dans son article 2, parle déjà de la conjugaison des efforts au niveau de plusieurs pays pour que, si seulement il y a une urgence qui se déclenchait dans une contrée et que ça ne puisse pas se propager et que tous les pays puissent mettre la main dans la pâte et travailler, c'est-à-dire pour 1. Détecter les urgences, 2. Évaluer ces urgences, 3. Les notifier et 4. Pouvoir riposter. Et enfin, le repère qui nous semble le plus pertinent récemment, il s'agit de l'appel à l'action de Lusaka. En juillet 2022, plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et aussi chefs de délégation des pays qui se sont retrouvés en Zambie ont regardé un peu ce qui se passait dans le monde avec la gestion de la pandémie de la maladie à Covid-19, toutes les conséquences, les impacts et socio, économiques et culturels découlant de cette gestion. Alors, tous ces chefs d'État ont lancé un appel appelé l'appel à l'action de Lusaka, qui égrène, qui épingle plusieurs priorités, mais nous avons colligé 2 priorités qui nous semblent être des invites, qui nous disent à notre imaginaire réellement
que si seulement tous les États partis de l'Union africaine se mobilisaient, on pourrait avoir la chance de réduire au maximum la probabilité de la survenue des urgences dans nos contrées. Donc la première de ces invites parle de l'exhortation de tous les États membres et partenaires de l'Union africaine à prioriser et à reconnaître les centres des opérations d'urgence de santé publique. Et la deuxième de ces priorités parle de la priorisation, de la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre accélérée des COUSPE d'ici 2026. Donc, ça veut dire que au Congo, nous sommes censés donner la chance, réunir toutes les conditions pour que notre COUSPE puisse être fonctionnel, opérationnel et interopérable d'ici 2026. Quant aux composantes essentielles du COUSPE, nous pensons que il n'y a pas, on ne va pas inventer la roue. Le COUSPE pour être fonctionnel, le COUSPE a besoin d'avoir une infrastructure physique, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un local où on pourrait abriter les sections qui composent le COUSPE. Donc, hormis cette infrastructure physique qui existerait, mais il faut qu'il y ait aussi une infrastructure physique, on peut dire virtuelle. Si seulement il y a eu un cas de force majeure pour qu'il y ait la continuité des opérations, c'est-à-dire que c'est comme un plan B en matière de la disponibilité de l'infrastructure physique. La deuxième composante, ce sont des plans et procédures. Évidemment, pour que le COUSPE puisse fonctionner, puisse travailler normalement, il faut qu'il y ait des plans fonctionnels, il faut qu'il y ait des plans opérationnels qui vont permettre à ce que, toutefois qu'il y a une épidémie, on puisse concevoir des plans tels que des plans d'action en cas d'incident. Mais il y a aussi des procédures qu'il faut élaborer. Exemple, pour mobiliser la section logistique, il faut des procédures bien claires. Hormis ces plans et procédures, nous avons aussi les infrastructures de technologie de l'information et de la communication, parce que le COUSPE est censé avoir une sorte d'interopérabilité avec les autres COUSPE de par le monde. Et le cas spécifique, exemple du Congo, où nous avons les COUSPE qui sont au niveau des départements, et au travers de l'existence de ces outils, ça va permettre facilement aux COUSPE de s'interconnecter. Nous avons aussi la disponibilité d'un système de gestion des bords de données pour que tout ce qui représente pour nous des sources de données puisse être bien cartographiées et que les informations puissent être transmises en temps réel et avec une efficacité tout à fait palpable. Hormis cette composante, il y a aussi la composante qui fait allusion à la disponibilité des ressources. Donc, dans ce cas d'espèce, nous avons des ressources qui devraient être standardisées quant au standard de quantité et aussi standardisées quant au standard de qualité. Donc ça, c'est en gros les composantes essentielles du COUSPE. Mais le COUSPE aussi, pour fonctionner, doit mettre en relief, doit mettre en branle quelques fonctions qui semblent être essentielles. Donc ces fonctions, tout simplement, découlent de l'organigramme de COUSPE. Donc on va parler de la coordination qui est censée être prônée par le coordinateur technique. Nous avons les opérations au pluriel. Les opérations, c'est évidemment cette fonction qui permet au COUSPE d'assurer normalement la surveillance avec les structures qui ont l'expertise de le faire en temps de paix. Le COUSPE va se servir de ces structures comme étant des sources de données. Et nous faisons toutes sortes de surveillance. Donc nous avons la surveillance qui va être basée sur des événements et des indicateurs. Nous sommes censés aussi réaliser la surveillance quant à la qualité de l'eau apte à la consommation humaine, la surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles. Au niveau des opérations, il y a aussi un volet qui s'occupe uniquement
de tout ce qui est questions inhérentes à la vaccination, aussi des questions inhérentes au laboratoire, parce que lors d'une épidémie, il faut automatiquement faire la définition opérationnelle des cas. Mais parmi les critères qui nous semblent être vraiment importants, il y a la confirmation, la documentation de l'agent causal. Ça se fait au travers de l'expertise au niveau du laboratoire. Mais il y a aussi le transport des patients, le transport des blessés, même le transport des cadavres. Il est aussi prévu au sein de la section de la fonction opération. Aussi, exemple, la réhabilitation de certaines structures qui ont été endommagées lors de certains incidents. Et ça se passe dans la phase de relèvement. Bref, au niveau des opérations, nous mettons en rôle tout ce qui va permettre au COUSPE d'avoir des agents qui vont être sur le terrain pour matérialiser tout ce qui a été tracé comme stratégie. Nous avons la fonction qui s'occupe de la planification évidemment, la conception des plans fonctionnels, des plans opérationnels, plans de continuité des opérations. Ça se passe au niveau de la section planification où on a évidemment ceux qui s'occupent de l'analyse de la situation, ceux qui s'occupent de la formation, de l'évaluation, de la programmation de tout ce qui est exercice de simulation, de la documentation, de la démobilisation et aussi des ressources. Nous avons la fonction logistique qui s'occupe réellement de l'approvisionnement de tout ce dont le COUSPE a besoin comme matériel. Nous avons enfin la fonction administration et finance, et c'est réellement cette rubrique qui s'occupe de tout ce qui est gestion des ressources humaines, la politique que nous avons au niveau des COUSPE, exemple, faire prévaloir la charte de performance, comment gérer et le personnel permanent et le personnel supplémentaire mobilisable. Aussi préparer tout ce qu'il y a comme politique en matière de la gestion, la prise en charge de tout ce que le COUSPE a comme coût. Donc là, nous parlerons des coûts qui sont des coûts initiaux, des coûts qui sont des coûts opérationnels, des coûts supplémentaires et des coûts qui permettent à ce qu'on puisse maintenir tous les services au top au niveau du COUSPE. Hormis les fonctions essentielles, mais le COUSPE comme tel doit avoir une sorte de standardisation dans son fonctionnement. Là maintenant nous passons au fonctionnement du COUSPE. Alors le COUSPE peut fonctionner de façon assez classique. Le fonctionnement est ternaire. Il y a le mode veille. Dans ce mode, nous pouvons dire c'est le fonctionnement en temps de paix. Lors de ce mode, on fait la cartographie des risques, on fait la cartographie des ressources, on fait la cartographie des experts, on fait aussi l'évaluation de tout ce que nous avons comme besoin et nous concevons déjà, on peut déjà parler de la modélisation des plans fonctionnels, des plans opérationnels et on fait déjà la modélisation de tout ce qui est appelé produit de l'information. Donc, les CITREPS, les SOPTREPS et aussi on programme tout ce qui est inhérent à la formation. Donc, on fait, on aime le respect du cycle de la préparation. Donc, l'évaluation, la planification, l'organisation, la formation des agents et aussi nous passons aux exercices de simulation pour voir est-ce que les agents ont bien intériorisé tout ce qui a été mis sur la table comme connaissance. Et le deuxième mode, c'est le mode alerte. Dans ce mode, ça veut dire que le personnel qui travaille, s'il y a le personnel permanent, et on peut aussi faire déjà appel à certains experts par rapport à la disponibilité de notre cartographie des personnes ressources et aussi des experts. Là, on doit renforcer la surveillance, on doit déjà voir notre politique de la stratification, de la notification et on amorce déjà les négociations ou bien des échanges avec des partenaires et on commence à déployer les équipes d'intervention rapide sur le terrain pour nous ramener réellement la situation sur le terrain. Et
commence à élaborer le plan d'action en cas d'incident. Alors, une fois que nous avons déjà documenté notre alerte, à ce moment-là, nous faisons l'activation du coup P. Mais quand le coup P est activé, alors l'activation ne se fait pas à l'emporte-pièce. Il y a trois niveaux d'activation, ou soit on active le coup P à un niveau, au premier niveau, niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3. On ne peut pas activer le coup P sur les trois niveaux. On doit choisir toujours un seul niveau. Une fois que le coup P est activé, à ce moment-là, le directeur du coup P ou bien le code technique doit, en un mot, c'est passé parce que là va rentrer en musique l'incident manager. Donc, celui qui va prendre comme tel les rênes de tout ce qui se fera dans la réponse. Il ne veut pas travailler seul, il va travailler avec son adjoint pour continuer à dérouler tout ce qui se fait en temps de paix, donc en mode veille, tout ce qui se fait en mode alerte, et aussi continuer à mobiliser des ressources et produire de l'information telle que les CITREPS, les SOTREPS. Alors, pendant que le coup P est activé, c'est le système de gestion des incidents qui est mis en place. Alors, une fois que nous avons eu à contrôler la situation, nous allons maintenant mettre en relief les critères de la désescalade. Pour dire que là, on a pu quand même réduire le danger, on a pu réduire l'urgence. Une fois que nous avons déjà mis en branle la désescalade, nous allons suivre. Est-ce que nous sommes arrivés à être devant les critères qui nous plaident, qui plaident en faveur de la désactivation. Une fois que ces critères sont documentés, on passe à la désactivation. Voilà de façon un peu classique par rapport au cas de figure qui est présent au niveau du cours, que nous avons voulu lier un peu la théorie à la pratique pour mettre à votre portée un peu ces notions les plus basiques du cours P. En disant ceci, nous avons épuisé notre plan et nous vous remercions. Alors, donc, après ceci, nous allons vous donner la latitude d'intervenir, de nous apporter vos lumières, aussi peut-être de poser certaines questions, et nous sommes là à votre disposition. Bonjour colonel, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Et ma question était celle de savoir, est-ce que à ce jour, on peut avoir la liste des risques que vous avez pu évaluer ou encore détecter au niveau du COUSPE à ce jour? Est-ce qu'on peut avoir une liste qui est déjà disponible pour les risques? Merci, madame, pour votre question. Le COUSPE est en train de mettre sur pied un peu les outils pour qu'il puisse être à même de jouer sa partition tel que cela est prévu par tous les documents dont nous nous servons pour faire notre job. Alors, au Congo, il y a eu un travail qui avait été fait sur la cartographie des risques. Donc, nous, on ne va pas inventer la roue et nous avons tiré évidemment notre lumière sur ce travail qui avait été déjà fait. Et pour votre gouvernement, nous avons eu à réaliser, à participer à une activité qui a été organisée par le MES. Il y a eu aussi le CDC Afrique et il y a eu des experts qui sont venus de beaucoup de pays. Et nous avons d'abord fait ce travail sur le plan local au niveau de Pointe-Noire. Nous nous sommes retrouvés pour faire l'évaluation, le taux d'évaluation. Ça rentre dans le cadre de suivi et évaluation du RSI. Donc ça nous a permis évidemment de passer en revue toutes les capacités essentielles du RSI. Et parmi ces capacités, il faut parler automatiquement de la cartographie des risques. Et nous avons, après ces assises, eu une évaluation conjointe externe avec des experts qui sont venus d'autres pays et nous avons étoffé cette démarche. Donc, il y a une cartographie des risques qui a été déjà réalisée au Congo et nous nous sommes servis de ça. Il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés lors de cette démarche, exemple l'outil STAR, l'outil FRAM, mais nous avons pour l'instant
eu la latitude de nous servir de ce qui a été déjà fait par ceux-là qui nous ont précédés dans cette démarche-là. Donc, grosso modo, et quels sont les risques aujourd'hui? Nous sommes un peu, on peut dire, entourés d'une forte probabilité de l'éclosion de plusieurs maladies transmissibles. Déjà, nous sommes dans une zone endémique sur le plan palustre, et puis nous avons une faiblesse qui est présente dans pas mal de pays, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, il faut le reconnaître, précarité dans le respect des protocoles, des standards de l'hygiène. Et tout ça là, ça peut être parmi les facteurs qui favoriseraient l'irruption ou bien l'éclosion de n'importe quelle maladie transmissible, surtout des maladies d'origine alimentaire et d'autres maladies. Mais le premier risque qui est là, c'est évidemment ce risque de la flambée des maladies vectorielles. Merci. Alors, s'il y a d'autres participants qui voudraient poser des questions, nous sommes là à votre disposition. Oui, oui, monsieur Francky, vous avez la parole. Allez-y. Oh, il faut faire des... C'est quoi ça? Colonel, bonjour. Hein. Oui, bonjour, monsieur Francky, vous avez la parole. Et en tout cas, tout premièrement, je voulais vous féliciter pour cette initiative. Et je pense qu'en tant que cadre, nous devons maintenant nous habituer à ce genre d'échange. C'est pas toujours les présentiels. On crée un lien Zoom, les cadres, quel que soit l'endroit où ils sont, on peut échanger sur des thématiques. Vraiment, félicitations pour l'initiative. Ça nous manque souvent, ce genre d'initiative. Alors, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Maintenant, la question que je voulais poser, c'était concernant l'incident manager. Sur le plan pratique, je vous donne un exemple, un cas pratique. Nous avons une épidémie de monkeypox. Là, présentement, une situation où il faut nommer un incident manager. Sur le plan pratique, monsieur le directeur coordonnateur, comment ça se passerait? Merci monsieur pour votre question. J'espère que vous avez activé. Là, il m'écoute. Hein, donc, merci pour votre question. La question, d'abord, je reçois avec joie, de façon jubilatoire, vos félicitations, parce que pour nous tous, c'est un premier pas. Vous voyez, nous avons eu cette grâce d'être choisis parmi les pays qui devraient recevoir cet outil. Donc aujourd'hui, au travers de cet outil, nous pouvons assurer et la formation et l'information numérique aux agents du COUSPE et à toutes les parties prenantes. Donc, pour nous tous, cet outil devrait nous servir d'un instrument que nous sommes censés utiliser et avec parcimonie, parce que la physiologie le démontre, l'organe qui n'est pas utilisé s'atrophie. Et ici, si cet outil n'est pas utilisé, ça va être assujetti à la loi de la thermodynamique. Alors, vous avez parlé de l'incident manager. Pour le cas d'espèce, ce qui se passe au niveau de l'Iguala avec l'épidémie de monkeypox. Alors, ici, il faut toujours avoir dans l'imaginaire le contexte qui est le nôtre. Le COUSPE, comme tel, a eu son acte de naissance, on peut dire, son décret est sorti le 1er mars 2023. Et le directeur du COUSPE qui vous parle a été nommé le 2 août, donc comme coordonnateur technique au rang du directeur. Alors, nous sommes en train de mettre en place beaucoup de conditions pour que nous puissions jouer notre partition dans les normes. Mais avant ça, il y a toujours des bonnes volontés, des structures qui ont eu la latitude, un peu la promptitude de répondre, de jouer leur partition pour que, évidemment, ce genre de situation ne puisse pas
secouer, titiller l'état de santé de la population au niveau du Congo. Donc, le COUSP, en faisant son travail, il y a eu évidemment une sorte de disposition qui a été prise au niveau du pays pour évidemment mettre en place une sorte de dispositif qui veillerait, qui répondrait à cette urgence-là. D'où on a eu à faire mobiliser, exemple, ceux qui ont reçu, ceux des Congolais, des volontaristes qui ont reçu la formation via le projet Surge. Il y a quelques-uns qui ont été mis en route pour cette contrée qui a été secouée. Et chemin faisant, il y a eu un incident manager. Maintenant, ça, il faut que nous soyons, je dis bien, contextuels. Et quand l'incident arrive, le COUSP n'est pas encore mis en place. Donc, ce n'est que normal qu'il y ait un incident manager qui puisse sortir de ce cadre-là du Surge, du projet Surge, qui n'est qu'un projet qui vient pour renforcer tout ce qui doit se faire au Congo et dans tous les pays en matière de la gestion des situations d'urgence de santé publique. Mais, lorsqu'on parle de l'incident manager, si le COUSP était fonctionnel, était opérationnel, était déjà interopérable, quand il y a eu la survenue de cet incident, qu'est-ce qui devrait se passer? Normalement, au niveau du COUSP, on devrait activer le COUSP. Une fois qu'on a activé, on fait la proposition de l'incident manager avec son adjoint. Mais qui devrait être l'incident manager? C'est quelqu'un dont le profil correspondrait avec l'incident, la typologie de l'incident qui est en train de se dérouler au niveau de la Likwala. Alors, ça c'est réellement ce qui est recommandé. Alors, on ne peut pas, exemple, dire qu'il y aura, exemple, pour tous les incidents, une figure de tout qui va être là et répondre au nom et au lieu et place d'un incident manager. Non, l'incident manager aujourd'hui, exemple, si nous avons une catastrophe, mais nous pourrons, le COUSP peut aller piocher dans l'expertise qui existe au niveau de la sécurité civile. Parce que nous, au niveau du COUSP, évidemment, il y a déjà cette cartographie des experts. Pour votre information, pour votre gouvernement, tous ceux-là qui ont bénéficié de l'expertise de plusieurs experts émanant de notre pays de l'Afrique pour mettre en relief le projet sur du site, sont d'emblée les parties prenantes au niveau du COUSP. Ils sont déjà avec nous. Nous les avons placés dans la rubrique des experts et des personnes ressources. Ça veut dire quoi? En cas d'urgence, ces gens peuvent être mobilisés. Mais ce qui est vrai, nous devons avoir dans notre imaginaire, dans nos esprits, que l'incident manager n'est jamais permanent, n'est jamais inamovible. Non, l'incident manager, on le place en fonction de ses compétences qui devraient correspondre avec l'incident qui est détecté. Merci. Merci, Francky. Je crois que vous avez reçu... Merci, colonel. J'ai trouvé les éléments de réponse dans votre intervention. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Merci. Bon, apparemment, il y a d'autres questions. Il y a Madame Lurol. Vous avez la parole, madame. Merci, colonel. Donc, par rapport à votre intervention de tout à l'heure, vous avez parlé des parties prenantes et je me souviens qu'au tout début de votre intervention, lorsque vous étiez en train de faire la présentation, vous avez parlé de l'approche multisectorielle. Je voulais savoir qu'est-ce que le COUSP envisage pour ces deux points-là. Comment est-ce qu'il voit l'approche multisectorielle dans la mise en œuvre de toutes ces activités et ces opérations? Quelles seront les parties prenantes invitées? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ressortir? Parce que là, je vois, il y a les experts déjà que j'ai notés, mais quels sont les autres groupes? Merci. Merci pour votre question. En un mot, le COUSP, c'est une plateforme qui est, on peut dire, le produit du paradigme médico-social. Voilà pourquoi nous, espècement, nous avons aligné les prémices pour qu'on puisse déjà avoir l'ancrage temporel dans ce qui a existé avant que nous puissions
arriver à l'accouchement du COUSPE. Donc, le COUSPE ne peut pas travailler seul. Lorsque nous disons la multisectorialité, ça veut dire que, évidemment, nous sommes en train de mettre au cœur de tout ce que nous voulons, comme désidérata, évidemment, la conjugaison de toutes les forces. Donc, voilà pourquoi, quand on voit un peu l'organisation stratégique du COUSPE, on parle de ce qu'on appelle le groupe des politiques. Le groupe des politiques est incarné par le ministre de la Santé de la Population. Et dans ce groupe, on a la présence des acteurs qui viennent des secteurs qui n'ont rien à voir directement avec la santé. Donc, ceux de l'élevage ont toute leur place. Voilà pourquoi, au niveau de la section opération, il est prévu une sous-section santé animale pour que ceux qui ont l'expertise en matière de santé animale puissent jouer leur partition. Il est prévu aussi une sous-section de la surveillance environnementale pour que ceux-là qui ont l'expertise en la matière puissent jouer leur partition. Donc, en un mot, les parties prenantes, c'est une volonté qui est tracée déjà par les recommandations, les postulats du COUSPE. Donc, dans les parties prenantes, nous avons 1, le gouvernement, nous avons 2, les autorités politico-administratives, nous avons 3, les ONG internationales et nationales, et 4, nous avons les partenaires techniques tels que l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, et le CDC Afrique, la Fondation Robert Koch de l'Allemagne, nous avons l'agence sanitaire britannique, bref, toutes les expertises qui peuvent avoir la bonne volonté de nous accompagner. Pour nous, ce sont des partenaires qui rentrent dans le sac des parties prenantes. Donc, dans les parties prenantes, il ne faut pas qu'on puisse négliger la société civile. Exemple, les leaders formels et non formels doivent jouer leur partition pour que nous puissions atteindre, nous puissions réellement palper ce qu'on appelle la gouvernance en santé. C'est-à-dire, 1, il y a la volonté politique, 2, il y a la participation sociale, 3, il y a l'action intersectorielle ou la multisectorialité, et 4, la gouvernance ou bien la gestion axée sur les compétences. Donc, en un mot, nous, en parlant des parties prenantes, nous sommes en train de nous s'inscrire dans cette volonté qui est le soubassement du COUSPE. Maintenant, l'approche multisectorielle, en un mot, ce n'est que ça. C'est ce que nous mettons sur la table sous le vocal de l'approche une seule santé. Mais cette approche n'est autre que le fruit du paradigme médico-social. Donc, c'est une approche qui dit comme quoi que pour la gestion des urgences, il faut évidemment faire intéresser toutes les intelligences, toutes les bonnes volontés, mais déjà au niveau du COUSPE, nous avons réuni déjà toutes les conditions pour que cela se fasse. Merci. Oui, Madame Lorel, ça va? Donc, je crois qu'il y a le docteur Alioune Oli qui a la parole, donc on peut lui accorder la parole. Mais il y a encore Lorel qui a la main levée. Oui, colonel. Oui. Juste un dernier point. C'est bien répondu, j'ai tout reçu. C'était juste de savoir quel est le processus pour, par exemple, pour une ONG qui voudrait bien, une ONG encore des acteurs de la société civile, qui voudrait faire partie de cette belle initiative. Non, tout ce que nous sommes censés faire, c'est leur dire de se rapprocher de nous pour que nous puissions avoir un échange et connaître réellement leurs raisons sociales et puis avoir une lumière sur le domaine d'intervention. Et une fois que c'est clair, et si cette ONG a déjà toutes les pièces à conviction qui sont demandées par l'État, à ce moment-là, il n'y a pas de souci parce que dans ce combat que nous menons pour faire que les standards de la santé publique en matière d'urgence soient au rendez-vous, on ne peut pas exclure les gens. Non, s'il y a une ONG, que ce soit nationale ou internationale, qui a cette bonne volonté, la première des démarches, c'est se rapprocher de nous. Et nous avons, au niveau du COUSPE,
le département de la liaison avec les partenaires. Donc là-bas, nous avons des sujets qui sont préparés pour avoir le contact chaleureux avec ces entités qui pour nous ce sont des partenaires. Donc nous sommes présentement au niveau en cohabitation avec le CNLS et on est là, donc nous recevons non-stop tous les partenaires qui sont truffés de bonne volonté pour apporter leur pierre à l'édifice. Merci. Monsieur le directeur, merci. Nous avons une question. Avant tout, il faut oui, mon cher frère Lionoli, Nangadef. Bonjour mon colonel, bonjour à tout le monde. Magnifique mon colonel. Mon colonel, je vous remercie et je vous félicite pour l'excellente présentation que vous venez de faire. Je n'interviens pas en tant que tel dans la formation, je pense que ça a été extrêmement bien fait. Comme vous tapinez la fois dernière en vous disant que vous êtes approprié les concepts du COUSPE, du système de gestion des incidents, du CONOPS, etc. très rapidement. Et je me demandais est-ce que c'est pas lié à votre casquette de militaire, puisque ces concepts-là, on le sait, viennent de l'armée, viennent des militaires. Donc je voudrais juste profiter de l'opportunité pour saluer tous les membres de SURJ, en tout cas qui sont à Lille, et leur transmettre mes salutations via M. Ibata, puisque j'ai eu la chance de participer donc au module 1 consacré justement à la formation de l'équipe SURJ du Congo. Donc je ne pouvais pas ne pas être là et ne pas transmettre mes salutations aux membres de l'équipe qui sont là et que je retrouve avec énormément de plaisir. Et juste leur dire que je suis à vos côtés, présentement ici au niveau de Brazzaville, pour vous appuyer justement dans l'opérationnalisation du COUSPE du Congo. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir que je trouve certains membres de l'équipe qui sont à Lille. Et donc, j'en profite juste pour leur dire bonjour, je suis dans le pays pour quelques semaines encore. Et je vous souhaite en tout cas bon courage. Je suis au courant des déploiements qui ont eu lieu, etc., au niveau de Bolivie, au niveau de certaines épidémies. Et je suis content de voir que l'équipe qu'on a eu contribué en tout cas modestement à former est aujourd'hui pleinement opérationnelle et en train de faire ses preuves. Donc je vous remercie mon colonel. Je salue encore une fois votre engagement personnel pour faire du COUSPE du Congo un outil parfaitement opérationnel et qui va s'ancrer dans l'environnement sanitaire du pays et jouer son rôle face aux menaces diverses qui menacent le pays, le menaces de santé publique en particulier. Donc voilà, je ne veux pas être très long. C'est juste des mots de salutation, d'encouragement et vraiment exprimer toute ma satisfaction en tout cas d'avoir l'opportunité de participer à cette séance et remercier aussi M. Diater, donc le consultant donc, qui a travaillé et pour rendre cela possible. Merci beaucoup et excellent jour. Merci mon frère docteur Ali Ouli. Vous nous mettez du bon sur les méninges et c'est avec gratification aussi que nous vous renvoyons la balle pour dire que votre présence pour nous ici c'est une aubaine parce que vous êtes truffé d'une expérience qui n'est plus à commenter ni à démontrer. Vous avez tenu le COUSPE au niveau du Sénégal et aujourd'hui vous êtes le destin voulu que vous soyez ici et donc nous allons dérouler évidemment notre canevas de travail et je crois que demain nous aurons une rencontre pour encore étoffer ce que nous avons comme lumière et puis chemin faisant je crois que nous allons arriver à jouer notre partition dans le concert des COUSPE. Mais tu le sais, mon frère, que notre désidérata, nous voulons être le meilleur COUSPE du monde. Donc, on va travailler. C'est une aspiration. Cela ne veut pas dire que fortement nous sommes censés palper cette vision. Mais si on rate d'être le meilleur du monde, on peut être le meilleur de l'Afrique. Merci mon frère. Merci beaucoup. Bon, oui, donc nous passons la parole à Madame Magui Bimpalou. Et donc, Magui, vous avez la parole. Merci colonel et bonjour à tous.
je suis contente de participer à cette première que le CUSPE a innové. Je pense que les autres départements du ministère devraient suivre cet exemple pour pouvoir mieux communiquer. Alors, je sais pas, j'ai rejoint la communication un peu tardivement. J'ai mis dans le chat la question que je voulais poser. Peut-être qu'elle a déjà été évoquée. Donc, je voulais savoir la composition de l'équipe du CUSPE au Congo et si cette équipe a déjà été mise en place, si elle est fonctionnelle. C'était ça ma question. Merci à vous. Merci à vous, Madame Magui, pour votre question. Ça prouve déjà votre intérêt cognitif à ce qui est amorcé ici comme premier pas dans cette formation et information numérique. Et bien, au niveau de la composition de l'équipe, nous sommes arrivés dans un contexte où beaucoup de nos confrères et consoeurs n'ont pas encore assez d'informations sur notre existence. Mais toutes les portes sont ouvertes. Nous avons le combat assez élargi pour recevoir toute personne qui se croit, qui se dirait être utile pour cette tâche qui est assez délicate. Mais entre-temps, notre composition se fait structurellement sur la base de ce qui est stipulé. Donc, il y a, s'il faut parler de l'organisation comme telle, il y a un coordonnateur que je suis et puis qui travaille avec des sujets qui ont des compétences surtout dans l'arène de l'épidémiologie. Et donc, nous avons des domaines qui sont rattachés au coordonnateur, donc tels que le département de la communication publique et interne, le département de la sûreté et sécurité. Je le dis tout simplement tout en répondant à votre question, pour vous donner la lumière. Peut-être que vous avez une information, vous avez quelque chose à nous apporter, allant un peu dans ces segments-là. Nous avons le département de la sûreté et sécurité, nous avons un département qui s'occupe de la liaison avec les partenaires, et nous avons aussi des antennes départementales. Donc, et nous avons un secrétariat, et nous avons aussi le centre d'appel. Au niveau du centre d'appel, il y a déjà des experts qui y travaillent, mais la porte n'est pas fermée. Donc, toutefois que quelqu'un se présenterait, si ça cadre avec le profil, en tout cas, pour nous, c'est des sujets qui sont bienvenus. Hormis ça, sous le coordonnateur technique de façon opérationnelle, de façon assez pragmatique, il y a des sections qui sont clés, donc les opérations au pluriel. Là-bas, on a besoin de plusieurs personnes qui viendraient pour mettre en musique et toutes les sous-sections qui sont censées composer le volet opération. Et nous avons la section planification, là-bas aussi il y a à boire et à manger comme tâche à faire. Nous avons la section logistique, nous avons la section administration et finances. Donc la composition comme telle, il faut parler de la composition dichotomisée. Il y a une composition au niveau central ici et il y a des compositions au niveau de chaque département. Donc les directeurs départementaux en matière de santé dans chaque département sont d'emblée des coordonnateurs techniques. Et sous leur tutelle, la même configuration qui existe ici devrait exister là-bas. Donc, si vous avez, exemple, une information sur quelqu'un qui serait peut-être à Pointe-Noire au niveau du Quilou ou bien ailleurs, qui présenterait les compétences dont nous avons besoin en matière de la gestion de tout ce qui est urgence de santé publique, vous pourrez nous faire la proposition. Ou bien vous-même, si vous pensez que non, vous pourrez jouer votre partition dans cette démarche qui est si gigantesque, et nous vous recevrons vraiment après le corps. Merci. C'est bon, donc on a répondu. Mais moi, je veux que Lucien, je veux que mon cadet Francky pose encore des questions parce que lui, ses ménages tournent très bien, il peut poser encore des questions. Je sais qu'il a beaucoup de questions. Monsieur Francky, bonjour. Colonel. Oui, pose des questions. Toi, tu... Attends. Non, au fait,
c'est pas une question. Moi, par rapport à la question que Lurol a eu à poser, peut-être que pour une autre occasion, nous présenter l'organigramme de manière schématisée du COUSPE, parce que vous savez que souvent c'est comme on dit, les images vaut mille mots. Donc de manière schématisée, quel est l'organigramme du COUSPE au niveau national et quel est l'organigramme du COUSPE typique au niveau départemental, donc les C12 COUSPE, et sur la base de cet organigramme, l'UROL, qui a, comme il dit, son ONG qui voudrait, peut-être que son ONG aussi a des ancrages au niveau départemental, on peut déjà savoir au niveau de l'organigramme quelle est la partie qui est liée aux ONG, et ils peuvent savoir comment prendre attache et au niveau national et au niveau départemental afin que l'ONG soit impliquée, parce que nous savons tous que la riposte aux épidémies, il y a toujours un niveau communautaire. Parce qu'à un moment, lorsqu'on arrive au sein de la communauté, pour qu'il y ait adhésion d'une communauté, c'est les ONG locales là qui travaillent avec ces communautés, qui sont impliquées pour accompagner la communauté. Donc ce serait vraiment très bien si on pourrait avoir peut-être à une autre séance cet organigramme schématisé. Comme ça fait vraiment bien de facilement comprendre chaque personne qui va intervenir, où est son ancrage, quelle est la structure au niveau national, quelle est la structure au niveau départemental. C'était juste en termes de contribution, mon colonel. Merci mon frère, merci. Mais il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas d'éclairage bête. Les éclairages bêtes et les questions bêtes, ce sont ces éclairages et ces questions qui ne sont pas placées dans notre imaginaire pour être débattues ou bien sur la table. Donc, ce que vous dites, regardez, nous avons essayé de nous mettre à l'évidence, de nous laisser charrier par le contexte. Voilà pourquoi on s'est dit, bon, comme c'est un premier pas, et nous allons nous limiter à parler du concept, à parler des composantes, des fonctions, et puis du fonctionnement. Mais sinon que le travail de fourmi est déjà réalisé en matière de la structuration, en matière de la modélisation des organigrammes. Et pour nous qui sommes ici à Brazzaville, et pour ceux-là qui sont au niveau des régions. Donc tout cela, c'est déjà prévu. Maintenant que nous voyons qu'avec cet outil, on peut beaucoup faire, évidemment, nous allons faire la programmation avec les amis de la planification pour que nous trouvions un espace, une minute, un instant, pour mettre à la portée des parties prenantes, évidemment, l'organigramme qui est le nôtre ici, et puis celui des antennes départementales. Mais entre-temps, nous avons, exemple, déjà conçu et prévu le déroulé, la présentation du nouveau logo, du COUSPE. Et nous sommes arrivés, on a vu, il y avait quelque chose qui avait été fait autrefois, mais nous avons conçu, on a respecté beaucoup de standards, exemple le chromatisme, exemple la mythologie du symbole des sciences médicales, un peu la place du rayonnement du Congo sous les astres. Donc ça, on a prévu. Donc nous allons avoir aussi une séance particulière pour présenter le logo, et comme nous l'aurons aussi pour présenter l'organigramme, tout ce qu'il faut. Donc ça, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Déjà, exemple, avec la présence, la venue du consultant de l'OMS, nous, on a eu tout le temps de faire un petit programme. Et quand nous serons arrivés à des phases de pré-validation, vous allez être aussi conviés, et puis d'autres acteurs qui viendraient pour nous accompagner dans ça. Exemple, dans le CONOPS, tout est déjà prévu. Et on a pris tout le temps. Je disais à monsieur consultant qui est venu nous accompagner dans l'installation et la mise en valeur de cette salle multimédia, que pendant le déroulé de la formation, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que on n'avait pas donné assez d'étoffe à la formation en ligne. Et chemin faisant, j'ai eu des arguments, des éléments de langage pour aller encore étouffer le CONOPS. Donc, le CONOPS, nous sommes en train de faire
son enrichissement step by step et quand le moment sera venu, nous allons procéder à cette vulgarisation de ce que nous avons conçu au niveau du COUSPE. Ça fait partie des recommandations. Donc, il faut présenter un peu tout ce que nous avons comme support, tout ce que nous avons comme procédure pour que les parties prenantes soient rassurées et que, évidemment, il y a une nouvelle page qui a été déjà amorcée en matière de la gestion des urgences de santé publique au Congo. Merci, Francky. Merci. Mais donc, nous faisons circuler la parole. Peut-être il y a des vocations et des évocations tardives. Et la parole circule, nous sommes là. Parce que on avait arrêté 45 minutes. On n'a pas encore épuisé notre temps. Mais donc, nous constatons que le silence règne partout. Et si le silence règne partout, nous allons tout simplement, derechef, vous dire merci. Merci Anna, à Lyon. On va... Mon frère Lyon, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, mon collègue. Comme le temps n'est pas encore fini, je vais profiter pour vous poser une question peut-être un peu difficile. C'est comment aujourd'hui le COUSPE entend se positionner par rapport à l'existence d'une équipe surge. Parce que quand on faisait la formation à ce moment-là, qu'on mettait en place l'équipe, effectivement le COUSPE n'existait pas encore. Aujourd'hui, avec l'avènement du COUSPE depuis mars dernier, comment pensez-vous, en tout cas, interagir ou en tout cas vous positionner en tant que COUSPE par rapport justement à cette équipe-là, qui est là et qui aujourd'hui est devenue opérationnelle? Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre sentiment par rapport à ça. Merci beaucoup, colonel. Merci, docteur Alioune Lee. Alors, quand on parle du COUSPE, tous les communs des Congolais comprennent qu'il s'agit du centre des opérations d'urgence de santé publique. Alors, le projet Surge, c'est quoi? Le projet Surge, ou bien AVOC Surge, c'est un projet dont la vocation est celle de renforcer et d'utiliser les groupes d'intervention en cas de situation d'urgence. Ça, c'est la mission primaire, on peut dire primordiale, du projet Surge. Parce qu'il n'y a pas eu que le projet Surge. Le MES Afro a accouché 3 projets. Le projet Rose, pour essayer un peu de rendre les systèmes assez résilients face aux urgences. Et il y a le projet TAS pour essayer un peu de renforcer ou bien de donner plus du punch au système de surveillance au niveau de l'Afrique. Et il y a le projet Surge. Alors le projet Surge, c'est pour tout simplement mobiliser les corps de volontaires africains de la santé. Alors, ce sont des individus qui ont eu la bonne volonté d'aller mouiller le maillot, d'aller sur le terrain, qui ont reçu les BABA, les basiques en matière de la gestion des urgences. Donc, en un mot, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de télescopage entre le Surge et le COUSPE. Le COUSPE, c'est une entité, c'est un organe qui existe, le seul au Congo pour gérer les urgences de santé publique. Donc, le Surge qui était un projet, qui est un projet, qui a été mis sur pied au Congo pour le renforcer, mais le projet Surge ne peut pas être une doublure ou bien un doubleur du COUSPE. Non, le projet Surge, nous applaudissons tous ceux-là qui ont eu à composer les bénéficiaires de ce projet, mais ce projet doit s'arrimer à la vision du COUSPE. Donc, en un mot, ce projet est censé nous présenter leurs acquis, leur rapport d'activité, pour que nous puissions avoir une lumière sur ce qui a été fait, mais tout en gardant l'objectivité devant nous. Nous pouvons dire que tous ceux-là
qui intègrent le projet Surge sont pour nous des partenaires, sont pour nous des parties prenantes que nous pouvons ranger directement dans la cartographie des experts ou la cartographie des personnes ressources. Pourquoi? Parce que le COUSP, comme tel, travaille sur deux béquilles. Il y a la première béquille, le personnel permanent, et la deuxième béquille, c'est le personnel mobilisable qu'on peut, auquel on peut recourir toutefois pour renforcer le personnel permanent. Donc, en un mot, tous ceux-là qui ont bénéficié du projet Surge font partie du personnel supplémentaire mobilisable. En cas de, ce sont pour nous les intelligences qui sont là, ce sont pour nous les bras valides qui sont là, les premiers à être mobilisés, ce sont eux. Maintenant, quand nous voyons la typologie de ceux-là qui ont bénéficié de ce projet Surge, presque tous sont des fonctionnaires de l'État, ils ont des responsabilités là où ils travaillent, et si nous voulons que un de ces agents puisse être un personnel permanent, il y a des procédures que nous sommes censés faire. Mais déjà, pour votre gouvernement, je dois vous dire qu'au sein du COUSP, nous avons pu mettre la main sur certains de ceux-là qui ont bénéficié de cette formation au travers du projet Surge. Donc, en un mot, la place du COUSP reste telle que c'est défini, et la place de ceux-là qui ont bénéficié du projet Surge n'est pas à confondre avec la place du COUSP. Donc, ce ne sont pas notre doublure, ce n'est pas des doublons, c'est en un mot une sorte d'équipe, une sorte de source, une sorte de réserve qui est à notre portée que nous sommes censés mobiliser. Et vous êtes censés savoir que non, partout où le projet Surge existe, ce projet est toujours incrusté, est toujours ancré dans un peu la vision du COUSP. Donc, nous sommes venus après que le projet Surge avait déjà eu à démarrer. Donc, ce n'est que normal. On ne peut pas tirer à boulet rouge ce qui a été fait par ce projet. On ne peut pas chercher à ostraciser ceux-là qui ont bénéficié de cette formation. Non. À cette époque, le COUSP n'était pas. Donc aujourd'hui, comme le COUSP existe déjà, pour gérer tout ça là, il est de bonne loi que, évidemment, nous puissions créer des conditions pour avoir la lumière sur ce qui a été déjà fait en la matière et voir comment nous allons toujours continuer à la mobiliser. Parce que eux, ils sont des fonctionnaires, toutefois qu'il y a une urgence, parce que quand il y a une urgence, mais il y a toujours la mobilisation des experts, la mobilisation des personnes de ressources. Donc, ceux du projet Surge qui sont là, ils ne doivent pas s'inquiéter, ils doivent se dire que non, ils sont déjà liés avec le COUSP. Voilà pourquoi le listing de ces experts-là est jalousement gardé dans nos archives pour que, en cas de besoin, ils puissent être mobilisés. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, si, à titre individuel, parmi eux, il y a quelqu'un qui pense que il a toutefois le temps d'être mobilisé, d'être utilisé, je veux dire, en permanence ici, non, les portes lui seront vraiment très ouvertes. Merci. Monsieur Kimbembe, activez votre micro. Écrivez là-bas. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Kimbembe. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est le réseau qui pose problème apparemment. Non, je vous écoute très bien, 5 sur 5. Ah, ok, d'accord. Non, moi je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, car c'était une bonne expérience pour moi. Et certainement que prochainement, il y a aussi d'autres de formations qui nous seront utiles. Et il y a quelqu'un qui voudrait se faire connecter là. Bon, nous avons pris tout le temps d'égrainer ce que nous avons placé dans notre plan. Et nous voulons dire nos remerciements à tous ceux-là qui ont pris tout le temps de sacrifier certaines priorités qu'ils avaient
dans leur programme journalier pour être présents et répondre à cette invite. Donc, DRChef, nous vous disons réellement merci. Et pour votre gouvernement, ça c'est un premier pas. Nous voulons vous dire tout simplement que nous avons prévu toute une séquence, tout un chapelet d'activités qui se ferait au travers de cet outil. Donc, toutefois que ça va être déjà très bien agencé, nous allons vous ventiler des liens pour que on puisse garder cette liaison chaleureuse au profit de la science. Une fois de plus, nous vous disons merci et à très bientôt.